Est-ce là un pistolet dans ta poche? Ou es-tu simplement heureux de me voir? Mae West. Exergue pour la troisième partie, pouvoir, statut et haine. Aujourd'hui, on parle de coït, de Dworkin. Ça vient tout juste de sortir en France. Andrea Dworkin est une féministe radicale américaine, enfin était, puisqu'elle est décédée en 2005, qui commence à être lue un peu et traduite surtout, en tout cas pour ce qui est de la théorie. En théorie, ça va se passer, en théorie, pour les livres traduits en français de Dworkin, ça se passe toujours chez Sileps. Coït, c'est le dernier, 2019. Il est sorti il y a quoi? Une semaine ou deux, maxi. On a déjà dans cette même... par cette même maison d'édition que je recommande, le Femme de droite, hyper intéressant, dans lequel Dworkin se demande pourquoi des femmes sont antiféministes. Et avec une grande intelligence, mais je ne vais pas en parler plus. Ah non, c'est pas que c'est remue-ménage, ça. Mais vous avez aussi chez Sileps, souvenez-vous, Résister ne cédez pas, et avec Sileps remue-ménage, et chez Sisyphe, Pouvoir et violence sexiste. Donc vous avez des choses. Et j'ai vu des traductions pirates en ligne de pornographie. Donc pornographie. Je ne vais pas vous parler des femmes de droite, je vous renvoie à la chaîne Il était une pomme qui a fait plusieurs vidéos hyper construites, ça fonctionne super bien et qui devrait en faire une de coït. Moi, vous le savez, je fais jamais, enfin rarement une vidéo complète. Je fais une présentation et ensuite je vous parle de quelques aspects qui m'intéressent, au moins d'un point de vue littéraire. Alors c'est un livre qui est en première édition américaine, donc était intitulé Intercourse et qui date de 1987. Ah, mon année de naissance. Là, on est dans une traduction de Martin Dufresne, qui je pense est bonne. J'ai vu qu'une coquille qui était vraiment une faute de frappe. Donc chez Sileps, ça bouge bien. Je l'ai acheté le 8 mars sur le stand militant de Sileps. Ça me permet de poursuivre ce qui a été dit au préalable. Alors coït, c'est un livre qui sert dont le but est d'interroger ce qu'est le coït, la copulation, le rapport sexuel, mais le fait d'avoir un terme très biologique qui est prosaïque n'est pas du tout un hasard, dans un monde d'hommes, dans un monde sexiste. C'est beaucoup moins violent à la lecture, je ne veux pas dire que c'est un livre facile, mais beaucoup moins violent que ce que j'ai pu ressentir en lisant Pornographie et que j'ai pas encore fini, pour une raison qui tient au discours rapporté. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous l'avez vu avec la vidéo de la semaine dernière sur le deuxième sexe. Dans Pornographie, Dworkin s'appuie sur énormément de témoignages de violence à l'encontre de femmes actrices porno. Et c'est insoutenable à lire. C'est vraiment difficile. Dans Coït, on a des anecdotes, mais finalement, elles sont assez peu nombreuses. Au contraire, on va avoir essentiellement, un peu comme chez Beauvoir, des extraits d'œuvres littéraires et parfois de psychologie, mais la psychologie ou la psychanalyse a vraiment une influence bien moindre, et les analyses de Dworkin ne sont pas... parfois s'appuient sur des psychanalyses comme Reich, mais surtout quand il va s'agir de Freud, sont là pour en démontrer les présupposés sexistes. Donc ce sont des témoignages qui, dans ce genre de cas, vont être subordonnés au propos global. C'est-à-dire que on va trouver ici, alors comme dans le deuxième sexe, des extraits du journal de Sophie Tolstoï, que je vais finir par lire parce que c'est quand même assez intéressant à chaque fois, et c'est un croisement très intéressant avec Beauvoir. On va avoir des extraits, analysés toujours, de Flaubert, Madame Bovary, mais aussi sa correspondance, notamment avec Louise Collet. On va avoir des extraits, pas de Beauvoir, c'est étonnant quand on y réfléchit, de Marguerite Duras, de
de pas mal de Baldwin, qui était un ami de Dworkin. D'autres romans, des romans souvent écrits par des hommes. On a Lawrence. Oh, bah, j'arrive plus à vous faire une liste alors que je l'avais à peu près en tête. Que c'est triste de ma part. Beaucoup d'œuvres littéraires. Et donc Tolstoï, je voulais signaler, enfin Sophie Tolstoï et parfois Tolstoï, son époux, Kafka, avec vraiment de la grosse littérature, des choses qui vont être plus secondaires, mais Dante, Saint-Augustin. Voilà, on a un passage, tout un chapitre consacré à Jeanne d'Arc que j'ai trouvé passionnant. Bon, alors, ça c'est intéressant pour une première chose. Quel est le statut de ces œuvres et quel statut cela donne à Dworkin? Et l'autre question, ce sera le langage du sexe. Pour ça, je voudrais en fait vous lire l'avant-propos, enfin un morceau de l'avant-propos. Cet avant-propos, on peut le trouver en ligne, il a été partagé notamment sur le blog Entre les lignes, pas seulement ici. Je vais vous mettre des liens pour Il était une pomme pour ça. Ça me paraît vraiment intéressant de pouvoir lire au moins l'avant-propos. Alors l'avant-propos, c'était pour une réédition. Ouais, c'est ça, 95. Alors je vous en lis un paragraphe, je suis page 13 de l'édition, donc de Syllabs. Intercourse ne raconte pas mon vécu pour le mesurer à ceux de Norman Mailer ou de D.H. Lawrence. La voix de chaque auteur est intégrée à la construction même du livre. Je me sers de Tolstoï, Kobo Abe, James Baldwin, Tennessee Williams, Isaac Bashevis Singer, et Flaubert, non comme autorité, mais comme exemple. Je les utilise, je les entaille et je les dissèque pour les exposer. Mais l'autorité fondatrice du livre, celle qui sous-tend chacun de ses choix, est la mienne. En termes formels, Intercourse est donc arrogant, froid et dénué de remords. Ce n'est pas moi, la fille, que vous allez examiner, mais eux, sous-entendu les garçons. J'ai créé avec Intercourse un univers intellectuel et imaginatif où vous pouvez les observer. C'est un laboratoire. Le simple fait d'usurper leur place, de faire de mes personnages, réduit l'autorité implicite associée non à leur art, mais à leur classe de sexe. J'adore la littérature que ces hommes ont créée, et Dworkin était romancière aussi, et j'attends la traduction de ces romans. Mais je ne vais pas vivre ma vie comme s'ils étaient réels, et moi non. Je ne tolérerai pas non plus le préjugé persistant selon lequel ils en sauraient plus sur les femmes que nous en savons sur nous-mêmes, et je ne crois pas qu'ils en savent plus sur les rapports sexuels. Les habitudes de déférence peuvent être brisées, c'est à nous de les briser, ne me libère pas, je m'en charge. On peut refuser la soumission, on repense à Manon Garcia, et je la refuse. Ça, c'est un paragraphe qui m'a fait une grande claque dans la gueule. C'était pas la première, vous savez que ça m'arrive souvent. Je n'ai jamais vu une femme installer un tel discours d'autorité ou d'actoritas, d'auteur, dans un de ses textes. Jamais. Et ce, explicitement depuis sa classe de genre et en subordonnant les discours d'hommes aux siens. Je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça, et j'ai trouvé ça hallucinant, hyper important, tant d'un point de vue littéraire que théorique. En tout cas, c'est très important pour la suite de ce livre. Alors, le livre dans son ensemble se construit d'une façon assez, on va dire, ça a l'air d'être thématique, mais là, je vais arriver page 12. C'est plus structuré que simplement une énumération de chapitres. Intercourse est un livre qui explore le monde sexué de la domination et de la soumission. Il ne s'agit pas de BDSM, hein, c'est la soumission et la domination ordinaire.
Il procède en cercle descendant plutôt qu'en ligne droite. Et c'est pour ça que ce ne sont pas seulement des thèmes, mais qu'en fait, on va avoir quelque chose qui va approcher, à la manière donc d'une asymptote spiralée. La spirale, c'est une image goéthéenne. C'est une image ancienne, mais hyper importante. Et pas seulement goéthéenne, vous allez le voir. Qui donne cette impression de quelque chose d'inexorable quand on lit le livre. Comme dans un tourbillon, chaque spire plonge plus profondément dans ce monde. Son modèle formel est l'enfer de Dante, sa dette lyrique va à Rimbaud, l'égalité qu'il entrevoit est ancrée dans les rêves des femmes. Génération silencieuse, voix pionnières, rebelles isolés et multitudes qui ont protesté, réclamé, hurlé, transgressé des lois, voire supplié. Ces supplications étaient un palliatif à des représailles violentes et à des ripostes physiques contre ceux qui nous exploitent et qui nous blessent. Je veux que les femmes en finissent avec les supplications. Et ça, donc, c'est une page avant le passage sur l'autorité, et on voit bien comment Dworkin décide d'en finir avec cette soumission, et que cette non-soumission est d'abord un langage qui fait advenir une réalité. On va mieux le comprendre par le passage que je vais vous lire. Là, on est dans le chapitre « Occupation et collaboration », page 151. Physiquement, la femme est dans le coït un espace habité, un territoire au sens strict, occupé au sens strict. Occupé, même s'il n'y a eu aucune résistance, aucune contrainte, même si la personne occupée a dit « oui s'il te plaît, oui vite, oui encore ». Posséder au point d'entrer dans son corps une limite qui ne peut être franchie est différent de ne pas avoir de telle limite. Et être occupé dans son corps est différent de ne pas l'être. Il est humain de ressentir ces différences, que l'on veuille ou non porter leurs conséquences à la conscience. Les êtres humains, y compris les femmes, construisent du sens. Lorsque quelque chose nous arrive, lorsque nous vivons des expériences, nous tentons d'y trouver une raison, un sens à nos yeux ou pour nous. Les êtres humains trouvent du sens dans la pauvreté et la tyrannie et les atrocités de l'histoire. Les êtres qui ont le plus souffert construisent quand même du sens, et les êtres qui ne savent rien font de leur ignorance une argile précieuse et rare et construisent, eux aussi, du sens. C'est ainsi que les êtres affirment avoir de la valeur. Ce qui nous est arrivé a de l'importance, notre séjour sur Terre n'est pas uniquement rempli d'événements aléatoires et de douleurs absurdes. Au contraire, nous pouvons comprendre certaines choses en faisant l'apprentissage difficile de l'empathie. Nous pouvons rechercher la liberté et l'honneur et la dignité. Notre souci du sens nous confère une fierté humaine fragile comme un papillon et forte comme l'acier trempé. Une mesure de l'oppression des femmes est notre réticence à examiner le coït, la pénétration, l'occupation, et à contester ou dire son sens, pour nous comme groupe dominé ou pour nous comme personnes qui pourrions être libres et décider de nos vies. Au lieu de cela, le coït constitue un test de loyauté et nous sommes censés taire la vérité, à moins qu'elle ne complimente et renforce la culture masculine dominante au sujet de la sexualité. Bien sûr, nous ne savons rien à propos du coït puisque nous sommes des femmes et que les femmes ne savent rien, ou puisque ce que nous savons est sans importance venant de personnes pénétrées comme nous. Et les hommes, eux, savent tout, tous les hommes tout le temps, aussi stupides ou inexpérimentés ou arrogants ou ignorants soient-ils. Tout ce que disent les hommes sur le coït, chacune de leurs attitudes est valable, judicieux et profond, ancré dans le cosmos et les forces de la nature. Très intéressant, ça nous rapproche de Colette Guillaumin. Pour ainsi dire, parce qu'ils savent, parce que baiser et savoir, avoir et savoir, ça c'est moi, parce qu'il l'a connue, elle, mais elle ne l'a pas connue, lui. Et on reprend la connaissance dite dans son sens biblique, comme rapport sexuel, mais unilatéral, ou asymétrique. Parce que le Dieu qui n'existe pas a défini ainsi non seulement le sexe, mais aussi le savoir. Les femmes ne mentent pas seulement à propos de l'orgasme en le simulant ou en niant son importance. Les femmes mentent à propos de la vie en n'exigeant pas de comprendre le sens de la pénétration, de l'occupation, des frontières transgressées et de l'intimité amoindrie. Je suis page 152 au fait. En évitant les questions difficiles, peut-être insolubles, mais comment le savoir un jour, à propos de la liberté des femmes. Nous jurons bien de dire la vérité, mais sur la sainte bite avant la pénétration. C'est-à-dire en fait sur ce que fait la pénétration aux femmes. En le faisant, nous abdiquons la principale dimension de ce que signifie être humain, la recherche du sens de notre expérience réelle, y compris l'invention absolue de ce sens, ce qui s'appelle créativité quand des hommes le font.
Si les questions rendent le saint pénis malheureux, qui pourrait survivre à l'effet des réponses? L'expérience choisie est choisie pour nous, puis nous est imposée, particulièrement dans le coït, elle passe en italique, et il en est de même pour son sens. Nous sommes autorisés à copuler selon les conditions dont décident les hommes selon leurs règles, nous ne sommes pas obligés d'avoir un orgasme. Ce terrible fardeau leur est laissé. Nous sommes censés plier, que nous le voulions ou non. Vouloir dénote une activité, pas une passivité ni une léthargie. Donc là, on peut se rappeler, il me semble que c'est de Nicole Mathieu, céder n'est pas consentir. Surtout, nous sommes censés être loyaux au sens masculin du coït, donc sens masculin au pluriel, qui sont détaillés, dramatiques et puisent à des éléments du mythe et de la tragédie. Le roi est mort, vive le roi, et l'empereur porte des jeans de grande marque. Nul droit à la liberté ou à l'extravagance dans les questions et interprétations qui nous sont permises, nous devons être loyaux, et à quelle aune pourrions-nous évaluer le coût de cette loyauté? Le discours sexuel masculin sur le sens du coït devient notre langue. Ce n'est pas une langue seconde, même si ce n'est pas notre langue maternelle. C'est la seule langue que nous parlons, mais avec une parfaite aisance, même si elle ne dit pas ce que nous voulons dire, ou ce que nous croyons que nous pourrions savoir si seulement nous pouvions trouver le mot juste et assez d'intimité où le prononcer, ne serait-ce qu'en notre fort intérieur. Nous connaissons seulement cette langue de ces gens qui nous pénètrent et nous occupent. Ils ne cessent de nous dire que nous sommes différentes d'eux. Pourtant, nous ne parlons que leur langue et n'en avons aucune en propre, ou aucune dont nous nous souvenons, et nous n'osons pas, semble-t-il, en inventer une, même de signes et de gestes. Nos corps parlent leur langue, nos esprits pensent en elle, les hommes sont omniprésents en nous. Nous entendons quelque chose, un faible murmure à peine audible quelque part à l'arrière du cerveau. Il existe un autre mot, et nous pensons, certaines d'entre nous, parfois, que ce mot nous a déjà appartenu. Elle donne après l'exemple d'une féministe américaine du XIXe siècle, états-unienne, Victoria Woodhull, que je ne connaissais absolument pas et que je vais essayer de mieux connaître, qui proposait que ce soit les femmes qui aient le pouvoir pendant les rapports sexuels pour les équilibrer. C'est très intéressant, mais je ne vais pas développer ce point-là. Ce qui m'intéresse en tant que littéraire, c'est l'inimixion, l'entremêlement des corps et des âmes, puisqu'évidemment nous sommes bien plus dans un système moniste que dualiste, comme on peut l'entendre. C'est cette idée d'une occupation corporelle et mentale dans le même temps. Et que nos réalités de femmes nous sont aliénées, dépossédées par la domination masculine, jusque dans l'intimité et dans le ressenti. C'est-à-dire que on le voit avec MeToo et d'autres événements médiatiques de ce genre, le féminisme reste bien une question d'épistémologie et de parole. Qui dit la vérité et quelles sont les vérités qui sont tues ou niées ou impossibles à penser, donc qui ne peuvent être formulées. Et comment les femmes finalement sont soit renvoyées dans l'aliénation, c'est-à-dire l'occupation mentale et corporelle, par le coït, tel qu'il est pensé dans un monde d'hommes, et Dworkin démontre comment le coït est pensé dans un monde d'hommes en s'appuyant sur la Bible, les lois et divers exemples. Mais comment cette occupation est une occupation donc mentale, complète, donc soit qui va amener à l'aliénation, soit qui va reléguer les femmes à la fiction, celle-ci serait donc menteuse, folle, en un mot des êtres de mensonge, quand ces vérités commencent à se dire et qu'il ne faudrait donc pas écouter. Ça, c'est un truc auquel j'avais réfléchi, mais uniquement du point de vue l'engager dans quelque temps dans un billet de blog que je vous mettrai en lien. Et ça me paraît absolument essentiel pour écrire en tant que femme et pour lire des femmes. Autrices, écrivains ou écrivantes. L'autre point qui m'a semblé absolument fondamental chez Dworkin, c'est la façon dont la littérature, et elle cite notamment pas mal Proust, quand même un petit auteur, mais comment la littérature participe de
de ce qu'on appelle l'érotisme, c'est-à-dire du mode d'emploi du coït, et comment, en fait, elle en masque, pour une part, la violence ou le sens inégalitaire, ou comment elle l'exacerbe pour une autre part, et là, je penserai plus à ce qui va être de la pornographie, des playboys ou d'auteurs, hein, hommes, qui assimilent très explicitement la sexualité à la transgression, la violence, la mort, la salissure des femmes. Les exemples sont nombreux. Beaucoup sont abordés par Dworkin. On pourrait largement compléter son livre sans l'infirmer, me semble-t-il. C'est-à-dire comment on écrit une scène racontant une relation sexuelle. Dans la littérature du XVIIIe siècle libertine, qui en fait n'est pas si large que ça, en tout cas on cite bien souvent Crébillon-Fils, ça c'est de la littérature pornographique, hein, et on parle de littérature gazée, ou au ton gazé, la gaze étant le tulle, hein, enfin je ne suis pas une experte en textile, mais qui va recouvrir par des jeux de périphrases, parfois de métaphores, d'allusions, de sous-entendus, le rapport sexuel, et en fait la littérature libertine se construit comme un jeu de dévoilement des corps et de la langue. La langue sert à voiler pour mieux montrer ce qui se passe au niveau des corps que l'on dévoile. Bon, ça, on trouve ça dans le sofa, les égarements du cœur et de l'esprit. C'est assez codé, hein. Et comme c'est codé, c'est aussi quelque chose, on va le retrouver dans Le Rouge et le Noir avec beaucoup d'ironie. Je pense qu'on en parlera un jour de ce passage extraordinaire dans Le Rouge de la première relation sexuelle entre Madame de Rênal et Julien Sorel. Dites-moi si ça vous intéresse de décoder ce genre de passage. Mais on va avoir en fait comme ça cette tension. Alors elle parle pas tellement de la littérature libertine du XVIIIe siècle, mais plus largement de ces jeux d'atténuation, etc. En tout cas, il y a peu de scènes de sexe qui me semblent bien écrites. C'est une des questions qu'on se posait avec Albin sur Corps outragé, Skins de Kate Kodja, Case, et qui me semble toujours intéressante. Comment écrire en fait une de ces scènes, et je pense que cette raison, en tout cas qui fait que je vais vraiment pas trouver beaucoup de scènes érotiques ou pornographiques bien écrites, c'est qu'il y a ces tensions entre une exhibition de la violence, et donc là clairement je trouve que l'excitation est au moins problématique. Et puis est-ce que c'est le but, l'excitation d'une scène érotique, soit de jeu de voilement-dévoilement, mais qui finalement occulte assez mal cette violence, et qui détourne l'érotisme vers un jeu plus littéraire. Et finalement, peut-être que la réponse en est l'érotisme qui lui-même serait impossible, ou du moins complexe pour qui a conscience, et surtout pour qui a conscience dans sa chair, de la domination masculine et de ses contradictions. Et là, ça devient beaucoup plus difficile de penser, d'imaginer des scènes de sexualité réussies, parce que finalement, la question, in fine, serait sur cette possibilité d'une sexualité réussie et ou égalitaire dans un hétérosexuel, dans un contexte de domination masculine. Alors, Dworkin ne dit pas, à aucun moment de cet ouvrage, et contrairement à ce qui lui a été reproché, que toute relation sexuelle est un viol, ça n'apparaît pas dans son ouvrage, que tout est occupation, ou que la chose est impossible, puisque justement, elle l'imagine, mais cette imagination n'est possible que sur une dissection, et donc finalement sur une mise à mort du coït hétérosexuel dominateur du sexisme. Le livre le montre lui-même, dans sa structure. Donc c'est cercle concentrique inspiré par Dante. On part d'un coït dans un monde d'hommes, donc de la représentation qu'en ont les hommes, ensuite de la conversation féminine. Ça, c'est la même structure que Beauvoir, pour le deuxième sexe. On part des hommes pour aller des mythes aux faits, des femmes. Pouvoir, statut et haine, dans une troisième partie, on est presque dans une dissertation, ce qui amène dans les chapitres à avoir, donc dans cette première partie, répugnance, avif, stigmate, communion, possession.
Pour la condition féminine, virginité et occupation et collaboration. Et virginité, c'est le passage sur Jeanne d'Arc qui est extrêmement puissant. Occupation et collaboration, là on serait vraiment proche de ce que fait Manon Garcia. Hein. Et d'une façon peut-être assez incisive sur donc ce passage notamment que je vous ai lu. Hein. Donc sur le coït vécu par les femmes. Et ensuite pouvoir statuaire, la loi, saleté et mort. C'est-à-dire jusqu'à la blessure, la douleur, la scarification et la mise à mort des femmes. Que sous-entend ou que peut impliquer le coït. C'est un livre qui est sombre, mais qui en même temps, par cette dissection et cette analyse, permet, je crois, de repenser les rapports entre personnes et entre personnages. Et là, la théorie féministe, et s'appuyant sur la littérature, permet d'y revenir et de réfléchir non seulement au langage, mais à ce qui va être représenté. Alors, Coït de Dworkin, je conseille. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.